Dans le village de Marani, le vent soufflait avec une insistance inhabituelle ce matin-là. Il y avait comme un silence pesant, un de ceux qui précèdent les grandes secousses de la vie. Dans la cour de terre battue, Nadia, 22 ans à peine, balayait machinalement, le regard perdu. Depuis la mort de son fiancé, Mamadou, dans une embuscade en forêt, le monde semblait s'être figé autour d'elle. Et dans cette maison, seule résonnait la voix sèche et tranchante de Kanza, la mère du défunt. « Tu peux balayer 100 fois cette cour, ça n'effacera pas ta malédiction. » Nadia ne répondait plus. Cela faisait des mois que la vieille femme l'accusait de porter la poisse, de n'avoir apporté que ruine à son fils. Depuis le décès brutal de Mamadou, Kanza n'avait jamais versé une larme. Elle avait simplement fermé son cœur, et elle déversait sa rancune sur celle qui n'avait plus de famille, plus de refuge. Nadia était restée car elle n'avait nulle part où aller. Orpheline depuis l'adolescence, son mariage avec Mamadou avait été une promesse de stabilité, d'amour, de renaissance. Mais la mort lui avait arraché cela aussi. Kanza ne voulait plus d'elle sous son toit. Mais la chasser directement aurait suscité les rumeurs. Alors elle imagina une ruse. Elle appela discrètement un homme du village, Dabo le Vannier, un homme solitaire que peu fréquentait. Il vivait à la lisière du village, dans une masure faite de branches tressées, de nattes et de silence. « Prends-la, lui dit Kanza, sans détour. Elle est jeune, elle sait faire à manger, coudre, et elle n'a rien. Pas besoin de dot. Elle n'est rien, mais elle pourra au moins te servir. » Dabo la regarda sans répondre. Il leva à peine les yeux. Puis, d'une voix posée, il répondit simplement. « D'accord. » Le lendemain matin, Kanza annonça à Nadia qu'elle était désormais mariée. « Prépare tes affaires. Dabo vient te chercher. Sois au moins utile quelque part. » Nadia sentit un vertige la traverser. Ainsi, elle n'était plus qu'un fardeau qu'on échangeait sans même demander son avis. Elle rassembla ses quelques vêtements dans un baluchon, la tête haute, les yeux secs. Elle refusa de supplier. Quand Dabo arriva, il ne dit rien non plus. Il hocha simplement la tête, puis tourna les talons. Nadia le suivit, sans un regard en arrière. La case de Dabo semblait avoir été oubliée du monde. Elle était posée au pied d'un baobab tordu, entouré de silence et de vent. À l'intérieur, presque rien, un tapis en raffia, un foyer éteint, 2 calebasses, une jarre d'eau. Nadia ne parla pas. Dabo non plus. Il lui montra un coin pour dormir, lui tendit un morceau de manioc et s'allongea dans l'autre pièce. Les jours suivants furent rudes. Nadia se leva avant l'aube, comme à son habitude. Elle lava les vêtements, alla chercher de l'eau, cuisina. Dabo travaillait à tresser des paniers toute la journée, parfois en silence, parfois en chantonnant de vieilles paroles dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Il ne la touchait pas, ne la grondait pas, ne lui parlait presque pas non plus, mais il lui laissait de l'espace. Et du respect. C'était nouveau. Au marché, Nadia entendait parfois des choses étranges. Certains villageois saluaient Dabo avec plus de respect qu'on en accordait normalement à un vannier. Un vieux lui avait même offert du mil, gratuitement. Une femme l'avait appelé « Dabo le sage » avant de se corriger maladroitement. Nadia observait. Un soir, elle le vit soigner un enfant malade avec une pâte qu'il avait lui-même fabriquée. Il prononça des mots dans une langue fluide, ancienne, en posant sa main sur le front du petit. Et l'enfant guérit, sous les yeux stupéfaits de la mère. Nadia sentit quelque chose se fissurer en elle. Cet homme n'était pas ce qu'il paraissait. Elle commença à l'écouter, à noter ses silences, ses gestes, la façon dont les oiseaux venaient près de lui, dont il observait le ciel comme s'il y lisait des secrets. Un soir d'orage, alors que la pluie martelait le toit de chaume, Nadia se redressa. « Dis-moi qui tu es, » souffla-t-elle. « Vraiment. » Dabo leva lentement la tête. Il s'approcha du feu, y jeta une poignée de feuilles, et un parfum ancien monta dans l'air. Puis il parla. « Mon nom complet est Daboké Ntema. Mon père était le roi légitime de Kalabé, un royaume que tu ne trouveras sur aucune carte. Il a été trahi par son propre frère. Nous avons fui, ma mère et moi. Elle est morte de chagrin. Moi, j'ai choisi la fuite. J'ai renoncé au pouvoir pour ne pas devenir ce que j'ai fui. » Il la regarda. « Ta belle-mère est venue me vendre une esclave, mais j'ai vu une reine. C'est pour cela que je t'ai prise. Pas pour te dominer, mais pour que tu puisses renaître. » Nadia sentit un sanglot monter. Un roi caché sous les haillons. Un homme de silence et de profondeur. Et elle, brisée, regardait comme une reine. Le temps fit son œuvre. Nadia retrouva le goût des choses simples. Le matin, elle chantait.
Le soir, elle riait. Elle et Dabo construisirent un jardin, une vie. Elle apprit ses chants, ses plantes, ses secrets. Ils dormaient côte à côte, d'abord en silence, puis dans une complicité muette, profonde, faite de respect et de regard. Un jour, un messager arriva, à cheval. Il descendait du royaume de Calabé. Le roi usurpateur était mort. Les anciens cherchaient le fils légitime. Nous vous avons retrouvé, dit-il en s'inclinant devant Dabo. Le trône vous attend. Dabo ne répondit pas tout de suite. Il regarda Nadia, puis la case, puis le jardin. Dites à votre peuple que le roi a choisi une autre forme de règne. Qu'il veille sur eux de loin, et que là où il est, il a trouvé mieux que le pouvoir, la paix. Astérisque astérisque. Cet épilogue, ce que Kanza ignorait. Quand la nouvelle atteignit Marani, Kanza faillit s'étouffer. Elle n'y crut pas. Dabo, ce pauvre air qu'elle avait méprisé, était en vérité l'héritier d'un royaume. Et Nadia, qu'elle avait jetée dehors sans ménagement, était aujourd'hui aimée, respectée et honorée comme une reine, même sans couronne. Mais c'était trop tard. Nadia ne revint jamais. Elle avait trouvé une maison, un roi, et une vie tissée d'or et de silence. Morale. Le cœur humble cache parfois plus de pouvoir qu'un trône. Et celle que l'on méprise aujourd'hui pourrait devenir l'âme d'un royaume demain.